Le territoire s'étend de bas en haut du bagne au couvent et de gauche à droite de l'exil à l'internement. Au centre, la servitude, la propriété, la contrainte. Il va de l'exclusion volontaire sous toutes ses formes à la réclusion forcée sous toutes ses formes. Il suppose l'attachement à un lieu. C'est un choix ou une obligation, un choix qui devient une obligation qui devient un choix. À son réveil, une femme avale 10 gouttes d'extrait liquide de spiruline. Elle n'essaye pas d'allumer la radio. Elle fait le ménage pour la 3e fois en 24 heures. Elle lance la 3e machine en 24 heures. Elle ouvre le frigo, il est plein. Puis, elle fait des exercices dans son salon pour ne pas perdre sa souplesse. Elle remarque qu'elle est susceptible de s'adapter parfaitement à la situation. Cela l'inquiète sur son associabilité d'une part, sa capacité de soumission d'autre part. Elle pense déjà à changer le mot « confinement ». Comme dans un lieu, il est possible de rester dans un mot, de s'y enfermer, de s'immobiliser dedans. On peut tomber malade à cause d'un mot. Le mot « amour », par exemple. On s'aperçoit qu'on se touche sans cesse le visage. On se met à observer le mouvement qui va des mains au visage, le va-et-vient entre les mains, le visage et les autres surfaces. On observe où tombe le souffle, jusqu'où il porte. Les mains s'assèchent au bout d'une semaine, à force d'être savonnées, frottées. L'eau coule. Il y a beaucoup d'eau qui coule. Par la fenêtre, l'air est étrangement sec. Je m'écarte de l'étranger comme un chien qui aboie. Je suis sale. Chacun se sent sale et le soir se lave abondamment. Les enfants rient et les larmes brûlent. Il y a toujours des hommes, des femmes et des enfants. Il y a toujours des couples et des célibataires. Il y a toujours des clochards. Il y a toujours des chiens. On ne peut pas circonscrire l'amour. Il est déconseillé. Une femme dans une ville de province vient d'avoir un enfant. Le petit a 6 mois. Le père de l'enfant a un autre enfant qui a 17 ans. C'est un adolescent. Actuellement, il est chez sa mère, mais sa mère n'en veut plus. La femme, le père et le bébé n'en veulent pas non plus. On dit de l'adolescent qu'il n'a pas été prudent ces derniers temps. Il a touché, il a embrassé, il a fait l'amour, il n'a pas pris de précautions. Ils lui disent « On ne veut pas que tu viennes à la maison ». Un homme pense établir une liste des amis qu'il a rencontrés dernièrement. Choisir 2 ou 3 amis que l'on a vus en dernier, ne plus voir que ceux-ci s'engagent à une fidélité de contact les uns vis-à-vis des autres. Faire une petite communauté pour rester avec. Les portes sont un problème. On ouvre et on ferme les portes. C'est simple, mais c'est un problème.
On ferme le maximum de portes, on condamne des portes et des fenêtres et ceux qui les ouvrent. Dans certains cas, c'est le contraire. Dans le hall d'un immeuble, une femme décide de caler la porte battante avec une chaise pour sa santé et celle de tous. Ses voisins la félicitent. Par cette manœuvre, personne n'aura plus à toucher la porte pour entrer. La porte reste ouverte, c'est plus simple. À certains moments, au téléphone, les gens s'arrêtent de parler. Ils n'ont plus rien à dire. Ils doutent alors silencieusement de ce qui les lie. Ils ne sont plus sûrs de l'amour qu'ils se portent. Puisque tout les oblige à le détruire, ils le détruisent. L'amour se détruit tout seul, sans effort. Un homme s'aperçoit qu'il n'avait jamais connu l'immobilité. Il commence à se déplacer en pensée. Il court à l'intérieur de son corps. Il arrive à son cœur et l'entend palpiter. Le silence est devenu le personnage principal, l'animateur préféré de la colonie. On lui pose des courses sur le palier, on lui fait des offrandes et des prières, on vient lui poser des questions, on demande au silence de nous rassurer, on cherche des bons signes n'importe où. Un silence fait de millions de silences accumulés, un silence non découpé par le bruit, sans la différence avec un autre silence. Un seul bloc de silence pour tout le monde. Entre le ciel et la terre à hauteur d'homme, une lueur blanche apparaît surnaturelle. On commence à voir des fantômes. Tu passes la main entre les draps, derrière les voiles, tu soulèves les rideaux, il n'y a personne et pourtant ça bouge derrière toi. Le mot linceul que tu entends pour la première fois. Tôt le matin, une mère et son enfant sortent faire un tour dans la rue pour prendre l'air. Dans le hall de l'immeuble, la mère met en garde son enfant. « C'est moi qui touche, tu ne touches à rien. » L'enfant lui demande pourquoi. Elle dit « C'est comme ça, c'est maman qui touche. » Un homme doit téléphoner à sa psychanalyste pour l'heure convenue pour une séance téléphonique. C'est le premier rendez-vous téléphonique de son analyse. Il choisit de s'asseoir à la table du salon devant une feuille blanche pour dessiner des formes, s'il en a envie, pendant la séance. On pose le numéro, la psychanalyste décroche. Elle lui demande « Vous m'entendez ?» Il dit « Oui, je vous entends. » Il parle, elle répond, il l'entend. À un moment, il emprunte un chemin périlleux, il devient triste, il se lève et alors qu'il commence à pleurer, le téléphone lui tombe des mains. Il a honte. Il regarde le téléphone couché sur le ventre comme une image de lui-même. Il reprend le téléphone où est encore affiché le nom de la psychanalyste. Il dit « Vous m'entendez ? Vous êtes là ?» « Oui, dit la psychanalyste. On n'est jamais à l'abri d'un passage à l'acte.
La séance est finie, l'homme décide de sortir acheter du pain et prendre l'air. Il fait la queue à la boulangerie, il arrive à la caisse. Au moment de payer, en essayant d'attraper sa monnaie, avec ses gants, il s'en mêle et fait tomber son porte-monnaie. Décidément, se dit-il aujourd'hui. Il paye sans regarder la boulangère, il s'aperçoit que le masque l'empêche de regarder les gens. Il baisse tout le temps le regard. Il doit acheter du dentifrice maintenant. Il va à la pharmacie. Il reste hors de la pharmacie et attend que le pharmacien lui indique d'entrer. Il entre. Il ne sait pas à quelle distance se tenir du guichet. Il dit de loin en parlant fort « Je voudrais du dentifrice, s'il vous plaît ». Il ne regarde pas le pharmacien, il a peur. Il s'approche de loin du guichet, il pose l'argent et en reprenant sa monnaie, à nouveau, il fait tomber son porte-monnaie et cette fois, toute la ferraille se déverse par terre. Il ne sait plus comment faire entre les gants, la monnaie, le pharmacien, ses propres mains, son pain. Il essaye de séparer sa main des choses qu'il touche. Il essaye de ne pas toucher. Les choses tombent. Tout lui tombe des mains. À l'heure de midi, une femme et un homme se mettent à la fenêtre avec de la musique et dansent en regardant les passants et en poussant des cris. Ce jour-là, c'est comme ça d'Erita Mitsuko. Pour détendre l'atmosphère, une femme sort dans la rue avec un gros masque de panda qui lui couvre toute la tête. Personne ne s'arrête pour la regarder. Ce qui doit faire rire fait peur. Ce qui doit faire peur fait peur aussi. Chacun pense quelque chose. On ne cesse pas de donner son avis sur la situation. On s'aperçoit alors à quel point chacun se rassure en donnant son opinion. On donne son opinion plusieurs fois par jour, le matin, le midi, le soir. On augmente la prescription d'opinions autorisées quotidiennement. La nuit, les rêves s'aplatissent. On rêve du soleil. On rêve qu'on marche. On rêve de véranda. On rêve qu'on va au restaurant. On rêve qu'on ouvre la porte. On rêve qu'on ouvre la bouche. On rêve qu'on reçoit un texto. On rêve qu'on rêve. Dans une petite maison à la montagne, un couple est allé se réfugier. Tous les jours, ils font la cuisine, l'amour, le ménage. Lorsqu'ils sortent marcher par les chemins, ils sentent le soleil réchauffer les pierres. Ils regardent les insectes sortir des premiers bourgeons. Ils se prennent par la main. Ils ne savent pas quoi penser à ce moment-là. On cherche dans le passé et dans l'avenir des sources de plaisir inaccessibles au présent.
Pour ne pas se heurter au refus intégral du présent, on puise au fond de la mémoire. On écrit des souvenirs de joie et on fait des projets de joie. On supprime chaque minute du présent qui se dérobe sous les pas. Commence à regarder ton corps autrement, à chercher la vie en lui, le sang qui coule, le cœur qui bat. Tu le sens battre et frémir dessous les couches. Tu observes chacun de tes gestes. Tu découpes chacune de tes habitudes en morceaux. Tu racontes ton corps. Tu lui expliques ce qui lui arrive. Tu lui fais chaque soir le récit de sa journée. Un enfant raconte un rêve, il fait du covoiturage avec quelqu'un déguisé en corbeau. Il y a des corbeaux partout dans la ville, avec d'autres oiseaux. Corbeaux, corneilles, pigeons s'approchent désormais des humains à une distance inhabituelle. Ils rasent le sol, ils n'avancent plus. D'autres espèces, au contraire, profitent autrement du silence. On voit des geais, des merles, des mésanges, des rouges-gorges dans les arbres, des parcs et des ruelles. La survie se partage entre les espèces de façon encore illisible. Les oiseaux, les chats, les chiens sont entrés dans les rêves comme dans l'espace urbain. Il y a des meutes, des hordes, des clans. L'animal s'engouffre dans la métamorphose en cours, entre menace et avenir, entre disparition et renaissance, c'est le printemps. Les enfants jouent avec le nombril de leur mère. Les mères prennent la main de leur enfant dans la bouche. On regarde son visage, sa bouche, ses mains. Je regarde mes jambes, mes genoux, mes pieds. Tu regardes mes pieds, mes fesses, mon ventre. On découvre son propre corps et le corps de l'autre pour la première fois. On redessine les corps qu'on avait oubliés. On refait le monde gâché. On refait le monde gâché. On perd sa peau. La peau de l'humain précédent tombe en lambeaux. Il résulte de cette mutation une fatigue et une vulnérabilité indescriptibles. Un homme à la campagne décide de repeindre les chaises de jardin de toutes les couleurs. Les raisons matérielles, la place, l'usage, l'utilité de chaque objet est sondée de fond en comble. On épuise la valeur de toute chose. On la vide de sa substance. Il ne reste bientôt plus grand-chose de soi-même et du monde. Enfermé, tu creuses. Une femme rêve qu'elle se promène en clown dans la ville déserte. Elle enfonce ses mains dans le bitume qui devient de la chair. La chair devient de la terre. Elle gratte au plus profond. Le désir ressurgit du fond du sol noir. Le désir ressurgit du fond du sol noir.
L'enfermement prolongé produit des images de prison. Un homme propose à la femme qu'il aime de l'enfermer dans une cage à la cave. Pendant plusieurs jours, la laisser dans le noir, dans la cage, attachée à une laisse à quatre pattes, sans boire ni manger, c'est ce qu'il voudrait. Un enfant rêve qu'il est dans la vie normale. Il se promène sur les quais de la Seine avec sa mère. Il fait beau. Il crache un noyau. Dans le ventre des femmes, des toiles, des fils, des fibres, des nids se fabriquent. Elles se mettent à la couture, au tricot, au crochet. Elles se souviennent de la naissance de leur enfant, de leur grossesse. Elles tissent, elles trament, elles attendent. Elles gardent le ventre chaud. À mi-chemin, l'État cherche à savoir qui est mort. Qui sont les morts? Qui sont les vivants? La maladie n'a touché qu'un dixième de la population, c'est une mauvaise nouvelle. On a mis tout le monde au congélateur, dit un économiste à la radio. Pendant que l'humanité attend au congélateur, elle fait son examen. Elle a le temps d'analyser son bol fécal depuis le début de la civilisation, ce qu'elle mange, ce qu'elle n'aurait pas dû manger. Il y a eu un excès à un moment. On cherche des raisons alimentaires, culturelles, coloniales, des trahisons dans les chaînes, des anomalies anthropologiques, des manipulations virales, des crimes bactériologiques. On en trouve. Toutes les raisons sont valides, tout fonctionne et rien ne tient. Le seul invariant stable, le racisme. On a perdu la trace des mauvais élèves. Les mauvais élèves, les cancres, les pauvres, les bavards, n'ont pas suivi le passage à l'école virtuelle. Ils ont disparu des radars. C'est eux qu'il faut aller chercher maintenant, s'inquiète-t-on. L'État s'inquiète sincèrement pour eux qui n'avaient pas les moyens, qui étaient trop faibles, qui se sont fait oublier, pour eux qui, peut-être pour des raisons économiques ou psychologiques, pour eux qui, par défaillance parentale, appelez-les. Vous les connaissez, vous savez où ils se cachent, sont peut-être en danger, mais il n'y a rien à cacher, rien à montrer, pas même la douleur. Il faudrait pour cela qu'il pleuve, qu'il y ait un nuage, qu'il y ait du vent, qu'il y ait la nuit. Pour que la douleur vienne, il faudrait que la lumière change. Pour que la douleur vienne, il faudrait que la lumière change. Mais pas de pluie pour faire descendre le ciel et faire couler les larmes. Pas de nuages pour découper l'étendue du ciel et assombrir ton esprit. Pas de nuit pour que le rêve renouvelle le jour. Les signes de repos que renvoie le ciel sont menaçants. Il n'y a simplement plus de météo. Un enfant demande où se trouve Hiroshima. Il regarde sur la grande carte du monde accrochée au mur. Il pose son doigt sur la ville Hiroshima. Pour Noël, il a demandé un coffre-fort pour y mettre des armes. Dans la ville, des façades se dressent, s'érigent en découpe dans le ciel. Des murs, des pans de murs entiers s'avancent et se mettent à parler. Des fenêtres ouvertes dans l'autre sens. Des fenêtres ouvertes sur l'intérieur des corps. Tu regardes à l'intérieur des corps par les fenêtres ouvertes.
te dis à chaque fois, c'est moi qui vis là, dans cette chambre, dans cette cuisine, dans ces toilettes. Tu sens la nourriture sortir par la fenêtre de l'intérieur des corps. Tu entres chez les gens pour manger leur nourriture, dormir dans leur lit, écouter leur musique, embrasser leurs enfants. Par Internet, une mère envoie à sa fille des photographies des fleurs du jardin luxuriant qu'elle cultive. Personne ne visite ce beau jardin, elle écrit. Tu ne peux pas visiter le grand jardin d'Éden, mais tu sais combien chaque jour compte de morts. Toutes les morts sont comptées. On te les adresse. Tu les prends pour toi. Les morts arrivent sur toi du monde entier, mais il n'y a pas de jardin pour les enterrer. De retour au travail, des employés d'une grande entreprise trouvent des champignons, des petits nuages blancs de moisis entre les touches de leur clavier d'ordinateur et sur leur fauteuil de bureau. L'humidité remonte du passé. Des pissenlits ont poussé à la Défense, au pied d'un immeuble. Quand on remet en marche la climatisation dans les grandes entreprises, on entend des cris dans les tuyaux, des mulots, des rats, des renards et d'autres petits rongeurs se sont installés pendant ce temps. Se précipite sur la scène comme chacun revient à lui-même, comme le naturel au galop. Les dessins ont fleuri qui emplissent maintenant les tables et les tiroirs des maisons. Des dessins de maisons, des dessins de fenêtres, des dessins d'animaux, des maisons peuplées d'animaux des millénaires oubliés, des dinosaures dans les maisons, des dessins de téléphone, des gribouillis d'absence et d'espace. Les mots se décollent des parois et des peaux avec les pansements. Pour eux-mêmes détachés des parois et des peaux. Ils ne te collent plus à la bouche, ni au nez, ni aux mains. Ils sont lus et entendus, ils sont écrits. Répétés ou interrompus. La maladie se décolle des mots et on peut les ausculter à présent.
cimetière une femme et un enfant. La femme est blonde, l'enfant est noir. Il tient la femme par la main. Elle lui montre les tombes. Elle lui dit « Vas-y, choisis-en une et va dire au revoir à ta mère. Va prier un moment sur la tombe de ta mère. » « Mais ma mère n'est pas là, dit l'enfant. Ça n'a pas d'importance. Les morts sont toujours ensemble, où qu'ils soient. Va dire quelque chose à ta mère qui est morte, dit la femme. L'enfant se dirige au hasard vers une tombe. Il parle à la tombe, sans quitter la femme des yeux. Il récite mécaniquement une prière. Puis il court, à nouveau, vers elle, lui saute dans les bras. Ils repartent, tous les deux, main dans la main. Je me suis mis au milieu du trottoir. J'ai écarté les bras, j'ai ouvert la bouche et j'ai attendu. Je me suis mis au centre de la circulation. J'ai laissé le désastre passer sur moi. J'ai craint que les hommes n'oublient leur comportement. J'ai craint qu'on ne se souvienne de rien, que la peur fasse tout oublier, qu'on se retrouve avec seulement une bosse sur le coin de la tête, rien. Je n'ai fait que tourner dans le quartier. Je ne suis pas allée très loin. J'ai fait des boucles. Tout s'est soulevé à chaque fois pour m'indiquer le pan de mur, l'oiseau qui boite, l'homme qui crache, la femme masquée. J'ai cru que j'étais seule à voir. Qu'il fallait voir à tout prix sans se détourner. Mais les morts ne sont pas apparus, j'ai fait que les imaginer. Je n'ai fait que voir les vivants se protéger des morts, des vivants et d'eux-mêmes. Je n'ai fait que voir les vivants tomber hors du monde, errer, rôder, terrifiés. Alors un jour, j'ai défoncé la porte. J'ai défoncé la porte ouverte sur le seuil. J'ai brisé 4 portes ouvertes pour sortir. J'ai cassé des vitres. J'ai déchiré des masques. Je me suis mis au milieu de la chaussée et j'ai couru au travers des voitures et des ambulances. Personne n'a pu m'arrêter. J'ai forcé les portes de l'hôpital. Où sont les corps ? J'ai crié. On a voulu m'immobiliser, me fermer la bouche, mais ma bouche restait ouverte. Quoi qu'on fasse.
Qui a crié? J'ai demandé. Vous avez entendu crier? Chacun comme tout le monde devenu, chacun comme l'infirmière et le mort et le confiné, chacun qui s'échange la mère et l'amour et l'enfant, chacun son tour, à la place de l'autre, indifféremment vivant et mourant, à tour de rôle s'échangeant la vie et la mort et l'amour entre l'un et l'autre. L'amour. L'amour, c'est la seule chose que tu gardes alors. La seule chose que tu dois garder violente pour qu'elle soit vivante en toi. Dans le passage de l'un à l'autre et contre la séparation du monde entre les vivants et les morts. Parce qu'il y a